Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour notre webinaire sur le thème des troubles du sommeil et plus particulièrement sur le thème de l'insomnie, avec une question évidemment qui concernera beaucoup de vos patients, j'en suis sûre, savoir si, comment combattre l'insomnie, qui est un problème récurrent, et avec une prise en charge qui soit la plus complète possible pour mieux accompagner vos patients. Donc je suis Laure Clavel, je suis responsable de la communication chez Compliment Pro, qui est donc l'entreprise qui organise, ce webinaire et je suis accompagnée donc de Vincent Attalin, docteur Vincent Attalin qui est donc, médecin spécialisé en médecine du sommeil et en nutrition et qui va donc nous aider aujourd'hui à répondre à cette question. Bonjour docteur Attalin. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Comment allez-vous? Parfaitement bien, bien reposé. Super. Vous n'avez pas de problème d'insomnie alors? J'ai aucun problème d'insomnie. Ouais, parfait. Alors vous allez nous faire découvrir comment vous réussissez, cette prouesse. Et donc en fait, nous aurons, ce thème sera abordé selon un format d'une heure avec différents sujets qui seront abordés par le docteur Attalin. D'une part, vous décrire un petit peu mieux, évidemment le sommeil, sa physiologie, son importance, puis, pouvoir, rentrer un peu plus dans le sujet qui nous importe aujourd'hui, à savoir l'insomnie, ses causes, ses conséquences qui sont nombreuses en termes de santé pour vos patients et puis vous guider de manière très concrète dans l'évaluation d'un sommeil de qualité chez votre patient et la prise en charge de votre patient la plus complète possible, avec à la fois des conseils donc hygiéno-diététiques et également des conseils de complémentation, de compléments alimentaires qui pourront vous aider en soutien du sommeil de vos patients. Donc cette présentation d'une heure, on la finira avec par 15 minutes de questions et réponses. Et donc là, à ce moment-là, vous pourrez poser toutes vos questions pendant le webinaire et le docteur Attalin se fera un plaisir d'y répondre en fin de présentation. Voilà, donc les différents outils d'un point de vue technique, peut-être sur Livestorm, si vous nous rejoignez sur cet outil la première fois. D'une part, vous pouvez interagir très facilement avec le chat. Je vois que vous êtes nombreux à le faire déjà, donc ça c'est super. Je vois que vous maîtrisez bien le chat. Donc n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions. On a aussi un modérateur qui fait partie de l'équipe Compliment Pro qui peut vous aider sur quelques questions un petit peu techniques, voilà, qui vient de vous envoyer un petit message. Vous pouvez également poser vos questions pour la session de questions et réponses en fin de webinaire au docteur Attalin sur la rubrique questions qui est prévue à cet effet. Et sachez que le replay, les slides de ce webinaire vous seront envoyés par mail suite au webinaire. Je vais donc laisser maintenant la parole au docteur Attalin pour nous parler de ce sujet épineux de l'insomnie. Bonjour à tous. Alors, je vais juste vérifier que j'ai la main sur le diapo. Donc, je suis effectivement médecin nutritionniste et médecin du sommeil. Donc, au CHU de Montpellier, à la clinique Beau Soleil, qui est un laboratoire du sommeil. Alors, moi, je suis vraiment passionné par tout ce qui est le mode de vie en général. On parle du mode de vie quand on parle des 4 piliers du mode de vie qui sont le sommeil, la gestion des émotions, la nutrition et l'activité physique, bien sûr. Et c'est vrai qu'en tant que médecin du sommeil et médecin nutritionniste, alors je suis aussi médecin du sport, ça permet souvent d'avoir une prise en charge assez globale quand les personnes viennent nous voir. On ne peut pas parler de sommeil si on ne peut pas gérer ses émotions. Quelqu'un qui va être dépressif, on ne va pas pouvoir améliorer le sommeil parce que le problème de base, c'est la dépression. Pareil, pour quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, il va être difficile de le gérer s'il est totalement insomniaque et somnolent. Bref, on va essayer de vous expliquer un petit peu tout ça aujourd'hui. La thématique parle principalement de l'insomnie et vous allez voir que l'insomnie, c'est très simple. Alors souvent dans les conférences que je fais sur l'insomnie, je dis que c'est presque aussi simple que pipi, caca. C'est un peu ça, vous allez voir que le sommeil, c'est surtout avant tout s'écouter. Alors, je vais vous expliquer un petit peu avec quelques chiffres quand même qui sont importants à avoir en tête, et notamment le fait que
de très nombreuses personnes au cours de leur vie se plaignent d'une insomnie. Les gens dorment de moins en moins au cours de la vie et effectivement, depuis une cinquantaine d'années, on dort une heure et demie de moins. Alors, ça vient de plusieurs facteurs. On est de plus en plus sédentaire, on a de moins en moins une activité physique et on a également une profession qui est de moins en moins physique. Donc, on dort moins. Il y a également le vieillissement de la population qui fait qu'au cours de la vie, ben oui, on a de moins en moins besoin de sommeil. Et ça, c'est un élément dont on parlera après. Donc, 20% de la population âgée de plus de 15 ans présente des plaintes en rapport avec le sommeil. Moi, je dirais que c'est même beaucoup plus important quand on prend la plainte du sommeil en général. Et certaines études montrent que c'est même jusqu'à 90% des personnes qu'au cours de leur vie estiment qu'ils ont eu un problème de sommeil, c'est-à-dire une insomnie, une somnolence. Bref, finalement, quasiment 100% des personnes sont concernées par le sommeil. Alors, c'est quelque chose qui va être compliqué de se dire, parce que je sais que vous allez me poser la question de combien d'heures de sommeil on a besoin. On sait qu'en général, la majorité des adultes ont besoin en moyenne de dormir 8 heures par nuit. La médiane est à 8, c'est-à-dire on dit qu'entre 6 et 9, on est globalement dans une population qui est standard et physiologique. Et à la réponse à laquelle vous allez vous essayer de me poser la question, c'est combien d'heures de sommeil on a besoin toutes les nuits. La réponse, elle est totalement individuelle. On a besoin d'autant d'heures de sommeil qu'il nous faut pour ne pas avoir envie de dormir le lendemain. Donc, premier message, si vous n'avez pas envie de dormir dans une journée, ça veut dire que vous avez suffisamment dormi la nuit précédente. Donc, 8 heures, il ne faut pas vouloir absolument rentrer dans les cases. Il faut aussi avoir une certaine flexibilité. Et certaines personnes que je vois en consultation ont besoin de 4 heures de sommeil et ça leur va très bien. Et c'est une courbe de Gauss qu'on voit régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a la majorité entre 6 et 9, mais on accepte aussi les gens qui ont besoin d'un peu moins ou un peu plus. Alors, pourquoi le sommeil est important, hein? Vous savez qu'on peut tenir 40 jours sans manger, on peut dormir, on peut passer beaucoup de temps effectivement sans s'alimenter. Les études montrent qu'au bout de 5 jours sans sommeil, la mort arrive. Donc, on n'est pas obligé de penser à la mort tout de suite, hein, mais il y a des conséquences au fait de ne pas dormir. Alors, ces conséquences sont en lien avec les bénéfices du sommeil dans le corps et l'esprit. La première chose, c'est le renouvellement et la réparation cellulaire, parce que toutes les nuits, on va réparer les cellules qui sont abîmées, on va éliminer les déchets, on va avoir des créations de nouveaux circuits neuronaux et notamment la mémorisation, surtout en fin de nuit pendant le sommeil paradoxal, on va y revenir. Un rôle très important et totalement majeur dans la régulation de l'appétit et de tout ce qui est métabolique. Et enfin, un lien avec le renforcement du système immunitaire. Vous l'avez vu, pas dormir pendant plusieurs nuits ou mal dormir. Et on le voit chez beaucoup de personnes, notamment chez les enfants qui sont en dette de sommeil. Ils ont tendance à tomber malades. Le problème ne vient pas des maladies, mais souvent d'un manque de sommeil. Il y a toujours des bénéfices liés aux sécrétions hormonales et notamment l'hormone de croissance. On dit aux enfants qu'il faut dormir parce qu'ils grandissent. C'est vrai, si on ne dort pas bien, on a plus de difficultés à grandir. Donc, c'est à la fois l'hormone de croissance, mais également la prolactine, la leptine qui intervient sur la satiété, on en a parlé à l'instant, et également la mélatonine, on va y revenir. Alors en gros, dans une nuit, on parle de train du sommeil. Un train du sommeil, c'est une locomotive. La locomotive, c'est l'endormissement, c'est-à-dire qu'on est un peu entre l'éveil et le sommeil. On bâille, on a des idées qui se brouillent, on se demande si on est en train de dormir ou pas. Et puis les premiers wagons vont durer, en gros, on dit qu'on a entre 4 et 6 wagons aux alentours de 90 minutes, mais ça peut être entre 60 et 110 minutes. Et on va enchaîner les cycles de sommeil. Donc, on va d'abord s'endormir, être en sommeil léger, puis en sommeil profond, puis on va faire un peu de sommeil paradoxal. Et puis un deuxième cycle, léger, profond, paradoxal, puis profond, paradoxal. Plus on avance dans la nuit, moins on va faire du sommeil profond.
Pourquoi? Parce que le sommeil profond, pour avoir des grandes cases, pour s'en rappeler, des grands raccourcis, le sommeil profond est un sommeil de réparation cellulaire, alors que le sommeil paradoxal va être plutôt une réparation neuronale avec des souvenirs. C'est pour ça qu'on dit aux étudiants de travailler, de bien travailler, mais de ne pas non plus se lever trop tôt pour travailler, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rappelle de ses cours. Donc, vraiment travailler sur le sommeil de fin de nuit. Donc oui, on dit qu'on est dans un sommeil paradoxal. Pourquoi paradoxal? Parce qu'en fait, il y a une forte activité cérébrale qui se rapproche de l'activité cérébrale de l'éveil, même si on est en train de dormir. Et on dit que c'est paradoxal parce qu'il y a un blocage complet au niveau du tronc cérébral qui fait qu'on rêve beaucoup, mais on n'a aucun mouvement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est paradoxal, c'est qu'il y a une grande différence entre le haut et le bas. Et donc, on va rapidement arriver aux besoins de sommeil des personnes. Ben, vous voyez qu'au cours de la nuit, on ne fait que diminuer nos besoins de sommeil avec un enfant, un nourrisson, entre une semaine et un mois, va dormir à peu près 15-16 heures avec un sommeil qu'on appelle polyphasique, avec plusieurs phases de sommeil. Plus on avance dans la vie, moins on va dormir et plus on va rapprocher notre sommeil qui doit normalement être en une seule phase au cours de la nuit et aux alentours de 6 à 9 heures de sommeil. Alors maintenant, rentrons au cœur du problème de l'insomnie. L'insomnie est vraiment une plainte de mauvais sommeil, c'est-à-dire en général soit des difficultés à s'endormir, soit des difficultés à garder le sommeil jusqu'au réveil. Soit ce sont des éveils intra-sommeil ou des réveils précoces, mais ça peut également avoir cette impression de sommeil non réparateur. C'est-à-dire, je me lève le matin, je suis fatigué, j'ai l'impression de ne pas avoir bien dormi, avec cette sensation d'avoir un mauvais sommeil. Alors, ça, s'il n'y a pas de retentissement dans la journée, c'est-à-dire une fatigue, des troubles de la concentration, des troubles de l'humeur, de la mémoire, ça pose pas forcément de problème. Lorsqu'on est par contre, avec un retentissement, là, oui, on peut dire que c'est une insomnie. Alors, elle peut être passagère en fonction de nos difficultés au cours de la vie. Voilà, un petit stress, une déprime, un peu d'alcool, des excitants, et ça, c'est pas du tout un problème. Et on parle d'insomnie vraie qui nécessite une prise en charge lorsque ça dépasse 2-3 fois par semaine pendant au moins 3 mois. Et très souvent, oui, on retrouve une cause à ces insomnies et on va y revenir. Alors, qu'est-ce qui favorise l'insomnie? Effectivement, on peut, pour pouvoir s'en rappeler, parler des 5 sens. Oui, un environnement avec le sens de l'ouïe, un environnement bruyant, le sens du regard et de la vue avec beaucoup de lumière, la proprioception avec une température chaude dans une pièce, va entraîner des difficultés à s'endormir. C'est pour ça que l'été, c'est plus difficile de s'endormir parce que le corps ne peut s'endormir que si la température corporelle descend en dessous de 37 degrés. Donc l'environnement est très très important. On parle souvent des écrans, on va y revenir. Il y a aussi des causes au problème d'insomnie, c'est-à-dire quelqu'un qui va se réveiller régulièrement dans la nuit en ayant des blocages respiratoires. Et là, oui, il va y avoir des réveils de nuit, donc ça peut être favorisé notamment par le surpoids et l'obésité. Dans l'hygiène de vie, oui, des excitants, l'alcool, un repas copieux, des activités devant l'écran et stimulantes, ne sont pas propices à l'endormissement. C'est pour ça qu'on dit régulièrement aux enfants d'avoir cette notion de pouvoir garder en gros, ce rythme avant d'aller au lit, c'est-à-dire se laver les dents, se mettre dans des conditions calmes pour pouvoir s'endormir. Voilà. Il y a également le fait d'avoir, par exemple, des personnes qui viennent nous voir, qui travaillent tantôt le matin, tantôt la nuit, tantôt l'après-midi, et ce rythme de vie irrégulier avec notamment des travails postés, notamment les 3-8, on en a beaucoup en France. Je pense que c'est pareil dans beaucoup de pays.
il y a cette difficulté à trouver le sommeil parce qu'on a le rythme du matin et on se met à avoir le rythme de l'après-midi et on a souvent des techniques pour retrouver le sommeil. Souvent, on va passer à un sommeil biphasique, c'est-à-dire un peu la nuit, un peu l'après-midi avec des siestes et donc apprendre aux personnes à avoir recours aux siestes. Et vous voyez dans ces études que effectivement, d'avoir une activité calme et notamment la lecture modifie favorablement la qualité du sommeil. Alors les conséquences, si on a un mauvais sommeil, ils sont à la fois à court et à long terme. Effectivement, vous l'avez tous vu, des problèmes de quelques nuits de sommeil en moins entraînent des problèmes de concentration, de mémoire, de somnolence important, avec notamment le risque d'accidentel qui est extrêmement important. Sur quelques jours, on peut avoir plus de chances d'avoir des rhinites. On l'a tous vu également, le lendemain d'une nuit courte, on peut avoir des émotions qui reviennent de façon importante et quelque chose de très important, je pense que vous l'avez tous également vécu, un week-end un peu prolongé avec des horaires d'endormissement tard. Le lendemain, on a envie de rien faire, on a envie de manger et on n'a pas envie de manger des brocolis, on a envie de manger du burger, on a envie de manger des choses grasses, salées, sucrées. C'est normal parce que le cerveau, en luttant contre le sommeil, nous donne envie de manger des choses pour augmenter sa vigilance. Et ça ne marche qu'avec des aliments qui sont gras, salés et sucrés, malheureusement. Ça ne marche pas avec le brocoli ni la salade. Voilà. Sur les risques à long terme, d'avoir ce comportement qui se répète au fur et à mesure de la vie entraîne un risque d'apnée du sommeil, de problèmes cardiovasculaires et circulatoires, métaboliques, avec notamment le diabète et la diminution de production spermatozoïde de l'ordre de 30%, qui n'est pas négligeable. Alors, les conséquences également de l'appétit en termes métaboliques, mais sur le rythme circadien, oui, quand on n'a pas bien dormi, on a une augmentation du taux de leptine, une diminution du taux de leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété, et le fait d'avoir une diminution du taux fait qu'on va manger en plus grande quantité pour que la satiété apparaisse. On a une augmentation du taux de la gréline, qui est le peptide sécrété par l'estomac, qui va nous augmenter la sensation de faim. Voilà. Effectivement, comme je l'ai dit, lorsqu'on est en courte nuit de sommeil, notre appétence va être vers les aliments qui sont gras, salés et sucrés. Et souvent, je vois des jeunes femmes qui ont des envies de chocolat en fin de journée. Très clairement, il faut rechercher un problème de sommeil. Alors, là aussi, c'est des études extrêmement intéressantes qui montrent que, notamment le risque de surpoids et d'obésité chez l'enfant, si on regarde les facteurs, c'est effectivement l'activité physique, le fait de regarder la télé, le niveau éducationnel des parents, le fait d'avoir des parents en état d'obésité, des revenus plutôt faibles. Mais la première chose qui ressort dans ces études, c'est que les enfants ont tendance à avoir un court sommeil. Donc, avant de priver un enfant de manger, il vaut mieux l'encourager à mieux dormir. Donc là aussi, j'y reviens, c'est-à-dire que l'intrication des 4 piliers du mode de vie, les émotions, le sommeil, les activités physiques et l'alimentation sont extrêmement liés. Alors, le sommeil, on l'a dit, va avoir un effet réparateur sur le cerveau, l'élimination des déchets, avoir la mémoire, l'attention, les apprentissages. Donc tout ça, on en a parlé. Le déclin cognitif au cours de la vie et une chose très importante, c'est la notion d'humeur, avec des personnes qui sont, lorsqu'elles ont un mauvais sommeil, elles sont irritables. Je pense que tout le monde l'a vécu une fois dans sa vie, le fait d'avoir une courte nuit de sommeil. Le lendemain, on a l'impression d'être une autre personne, extrêmement en lien avec ses émotions. Voilà. Donc, sur le long terme, un mauvais sommeil peut entraîner des symptômes dépressifs ou anxieux majeurs. Là aussi, c'est important d'avoir un bon sommeil lorsque les émotions sont en train de prendre le dessus.
Alors, si vous voyez en tant que praticien un patient, ben oui, effectivement, on va avoir un certain nombre de choses à aller rechercher. La durée de l'insomnie, le type, est-ce que c'est plutôt en début de nuit? Est-ce que ce sont des réveils? Est-ce que c'est des réveils précoces? Est-ce que c'est les trois? Est-ce que c'est les conséquences de l'insomnie sur le fait de ne pas pouvoir aller au travail, de m'endormir au volant? Ben oui, c'est compliqué, donc ça a des retentissements extrêmement importants. Les signes pathologiques associés, et c'est notamment tout ce qu'on a dit concernant l'humeur, le métabolisme, le risque cardiovasculaire, bien sûr les antécédents, parce qu'une famille de ronfleurs a plus de chances d'être une famille de personnes en situation d'obésité, d'apnée. Donc tout ça, il est important de le relever au cours de votre entretien. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut se voir dessiner un arbre diagnostique qui est un arbre, moi, que j'utilise au quotidien. En gros, les personnes qui sont insomniaques, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'endormir ou garder le sommeil jusqu'au petit matin, on va se poser une seule question cruciale. La question est la suivante. Est-ce que vous êtes somnolent dans la journée? La somnolence, ce n'est pas le fait d'être fatigué, d'avoir envie de rester devant la télé. La somnolence, c'est le fait d'avoir envie de dormir. C'est-à-dire, je suis dans une salle d'attente, je m'endors. Je me pose dans un canapé, je m'endors. Je suis au travail, je bâille, j'ai envie de dormir. Je suis en cours, j'ai envie de dormir. Donc ça, c'est la somnolence. Et la somnolence est due à un déficit de sommeil ou à un manque de qualité du sommeil. Donc les personnes qui ne sont pas somnolentes en journée sont des personnes, alors ça va vous paraître probablement bizarre, mais oui, ce sont des personnes qui dorment suffisamment la nuit. Ça ne veut pas dire qu'elles ne souffrent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'endormissement, mais en tout cas, la quantité du sommeil suffit à ne pas leur donner envie de dormir la journée. Et ça rentre dans la partie gauche de ce diagramme, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas somnolentes dans la journée, c'est qu'ils veulent trop dormir. C'est-à-dire, soit ils se couchent trop tôt et ils se lèvent trop tard, on va y revenir, c'est l'image du train, et c'est 90% des problèmes de sommeil. Ce sont des gens qui n'ont pas envie de dormir, qui sont bien, mais ils se disent, mais moi, j'ai envie de dormir 8 heures comme mon voisin ou mon copain, mon compagnon, ou quand j'avais 20 ans, je dormais 8 heures, maintenant, j'en dors plus que 6. Ben, première question, est-ce que vous avez envie de dormir? Non, je n'ai pas envie de dormir. Ben, vous dormez suffisamment, ce qui veut dire que dans la nuit, s'il y a 2 fois 3 heures, ben, on va garder ces 6 heures. Par contre, on va essayer de les rapprocher. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Par contre, ça change complètement chez la catégorie de personnes qui sont somnolentes en journée, c'est-à-dire que dans la journée, ils luttent contre le sommeil. Et dans ces cas-là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans les démarches. C'est-à-dire, il y a des gens aussi qui n'ont pas d'insomnie et qui sont somnolents. Là, on va rechercher des apnées du sommeil, des hypersomnies, des maladies un peu plus graves du sommeil. Et les gens qui ont du mal à s'endormir et qui sont somnolents, on va très souvent rechercher un problème de stress. Donc, les problèmes d'insomnie de début de nuit sont extrêmement liés à l'anxiété de ne pas dormir. En gros, c'est de se dire, ben voilà, oh là là, si je ne m'endors pas maintenant, je vais être fatigué le lendemain. Donc, on a ce stress qui est en train d'arriver. La deuxième chose, c'est que les personnes qui vont plutôt avoir des réveils de nuit ou des réveils précoces sont plutôt des personnes qui ont tendance à être en dépression, en burn-out, dans une période de leur vie difficile, ou alors qui peuvent avoir des apnées du sommeil. Et dans ces cas-là, on va essayer de rechercher une pathologie du sommeil. Donc là, on voit un outil qui est extrêmement utilisé en médecine du sommeil, ce sont des agendas du sommeil. Vous voyez que chaque ligne égale une nuit de sommeil et vous avez les horaires qui sont là, 20h, 21h, 22, etc. Chaque carré égale une heure de sommeil et on va demander aux personnes de remplir la légende qui est la suivante. Quand je vais au lit, je mets une flèche vers le bas. Quand je me lève du lit, je mets une flèche vers le haut. Et quand je dors, je assure. Donc là, vous voyez, donc il n'y a pas la flèche vers le haut, mais on imagine que cette personne se lève à 7 heures du matin. Donc ça, c'est un sommeil parfait. C'est-à-dire, je vais au lit à 22h30, le temps de lire, je m'endors assez rapidement, j'ai une nuit sans réveil, et le lendemain, j'ai une qualité qui est très bonne.
Au contraire, quand on compare avec un agenda qui est celui-là, c'est une personne qui va aller au lit à 23 heures, qui va faire une nuit jusqu'à 7 heures, puis le lendemain, elle va aller au lit à la même heure, mais elle va s'endormir qu'à 2 heures du matin, mais le matin, elle doit, là, en l'occurrence, c'était une adolescente qui doit se lever en semaine à 7 heures du matin. Et en fait, le week-end, elle a tellement eu de difficultés à dormir pendant la semaine que cette personne va s'endormir le samedi soir, enfin le dimanche matin ou le samedi matin à 3-4 heures du matin, qui va dormir jusqu'à 15-16 heures. Et quand vous avez fait 2-3 nuits à 15-16 heures, il est quasiment impossible de s'endormir le dimanche soir à 22, 23 ou même minuit. Donc, souvent, les personnes qui ne sont pas vraiment somnolents, on a tendance à leur diminuer leur temps de sommeil et on va y revenir. Il y a quelques techniques qui sont extrêmement faciles. Donc, chez les personnes qui sont somnolentes, on va d'abord travailler sur le stress et l'anxiété par la pleine conscience, la mise en place d'activités physiques. Lorsqu'il y a des réveils dans la nuit, rechercher tous les problèmes de dépression, de burn-out et également d'apnée du sommeil en allant faire un enregistrement chez un spécialiste. Et également pour rechercher des hypersomnies. Je vois toutes les semaines des personnes qui ont des hypersomnies idiopathiques et des narcolepsies et qui ont passé leur vie à être traités de feignants, de feignantes parce qu'ils avaient envie de dormir toute la journée, qu'ils s'endormaient en cours. Ben non, c'est pas le problème, c'est qu'ils ont une maladie et cette maladie s'appelle l'hypersomnie et elle est très fréquente chez notamment les jeunes femmes. Quelques mots dans la prise en charge. Vous allez voir que la prise en charge des problèmes de sommeil, notamment dans l'insomnie, est assez simple et répond à plusieurs principes simples qui sont, premièrement, deuxièmement, troisièmement et quatrièmement, c'est écouter son corps. Première image, on ne peut dormir que si on a une balance qui est en faveur de l'envie de dormir et de la somnolence. Il faut pouvoir imaginer une balance avec d'un côté notre besoin de sommeil qui correspond à un sac à dos qu'on va remplir au fur et à mesure de la journée. Donc, il y a ce sac à dos qui est lourd. Et de l'autre côté, qui va nous empêcher de dormir, c'est tout le stress, c'est notre petit vélo qui est dans la tête. Et on ne peut s'endormir que si la balance penche en faveur du sommeil et non pas en faveur du stress et de notre petit vélo. Imaginons, vous êtes dans une période où tout va bien et puis vous avez une mauvaise nouvelle. Vous allez avoir pendant plusieurs nuits des difficultés à vous endormir. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir la balance qui montrera qu'il n'y a pas suffisamment de besoin de sommeil par rapport au stress que vous êtes en train de vivre à cause de cette mauvaise nouvelle. Imaginons que la semaine d'après, vous passez une semaine de randonnée à pas dormir, vous marchez 8 à 10 heures par semaine. La semaine d'après, vous avez les mêmes soucis, mais vous n'avez pas dormi pendant 3, 4, 5, 6 jours. Vous rentrez chez vous, vous avez tellement sommeil que ces problèmes s'enlèvent, qu'il fasse jour, nuit, radio, pas radio, écran, excitant, café, pas café, vous allez tomber comme une crêpe parce que votre pression de sommeil est tellement grande que rien ne va pouvoir empêcher votre endormissement. Donc ça, c'est la première image, c'est cette notion de balance. Mais imaginons qu'en revenant de cette semaine de randonnée, vous vous faites courser dans la rue par quelqu'un qui en veut pour votre vie, qui est en train d'essayer de vous courir après. Vous n'allez pas vous endormir parce que le stress de vivre est plus important que votre envie de dormir. Donc ça, c'est cette notion de balance et qu'on ne peut s'endormir que si on a plus envie de dormir que le petit vélo qui est dans notre tête. La deuxième image que j'aime bien dire, et pour ça qu'au début, souvent, je dis que le sommeil, c'est très simple. Eh bien, le sommeil, ça doit être aussi simple que le fait d'aller aux toilettes quand on a envie de faire pipi. Ben oui, vous allez aux toilettes quand ? Ben, vous allez aux toilettes quand vous avez envie de faire pipi. Vous attendez d'avoir envie de faire pipi, vous attendez donc que la vessie se remplisse, vous allez aux toilettes, vous faites pipi et vous sortez tout de suite des toilettes. Vous ne vous dites pas, si je vais aux toilettes plus tôt, je vais faire pipi plus longtemps. Or, beaucoup de personnes se disent, mais si je vais au lit plus tôt, je vais dormir plus longtemps. C'est totalement faux et ça ne peut pas fonctionner. De la même façon, vous ne vous dites pas,
Si je reste longtemps aux toilettes, je vais faire pipi plus longtemps. Ben non, une fois que la vessie est vide, vous ne pouvez plus uriner. Mais c'est exactement la même chose pour le sommeil. Quand le sac à dos ou même la vessie, on peut l'appeler la vessie du sommeil, se vide, il n'y a plus de besoin de sommeil, donc on peut se lever. Il n'y a pas besoin de rester dans son lit pour s'endormir et souvent, ça entraîne des problèmes parce qu'on a envie de dormir, mais non, en fait, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de pression de sommeil. Donc là aussi, le sommeil est aussi simple que le fait d'aller aux toilettes. Il faut savoir écouter son corps et savoir avoir le bon moment pour aller au lit. Et enfin, dernière chose, il faut imaginer le sommeil comme un ensemble de wagons. On en a parlé, hein. Les wagons, imaginons qu'on a besoin de 5 wagons d'une heure ou 6 wagons d'une heure, ça fait 6 heures. Normalement, les wagons dans un train sont tous les uns derrière les autres sans pause. Mais imaginons que ce train qui a que 5 wagons, vous l'écartez et vous allez le faire mesurer de la même façon qu'un train qui mesure 10 wagons. C'est-à-dire que normalement, quand on dort 5 heures, on doit rester dans son lit 5 heures. Mais si vous avez besoin de 5 heures de sommeil, mais que vous restez 10 heures de sommeil dans votre lit, pardon, ben vous avez obligatoirement 5 heures d'insomnie. C'est la même chose qu'un train qu'on va écarter. Vous prenez le premier et le dernier wagon, vous les écartez, il va y avoir des pauses entre les wagons du sommeil. Et on le voit souvent chez les personnes qui sont insomniaques mais qui veulent trop dormir. Elles se couchent trop tôt, elles se lèvent trop tard, elles étirent leur sommeil et ça leur entraîne des problèmes d'insomnie pendant la nuit parce qu'il y a des difficultés à maintenir ce sommeil pendant la nuit. Et le dernier problème également, on va y revenir par rapport aux compléments alimentaires, c'est que les personnes qui sont en dépression, en burn-out et qui ont un mauvais sommeil ont souvent une diminution très forte du taux de sérotonine. C'est pour ça qu'on donne des antidépresseurs qui agissent sur la sérotonine ou des compléments alimentaires. Parce qu'au cours de la nuit, il va y avoir, en gros, la sérotonine, il faut savoir que la sérotonine, c'est la colle entre les wagons du sommeil. Quand tout va bien, qu'on a le moral, on va faire une nuit complète. Par contre, quand le moral ne va pas bien, on va faire une nuit, mais il n'y a pas suffisamment de sérotonine pour coller avec le wagon d'après. Du coup, on va se réveiller et on va repenser à notre vie qui est difficile et ainsi de suite tout au long de la nuit. On va se réveiller régulièrement au cours des cycles de sommeil. Et chez ces personnes-là, soit on va donner des compléments, soit donner des antidépresseurs, soit raccourcir le temps passé au lit. Alors, il existe des techniques, notamment de pleine conscience et de respiration, qui permettent aux personnes de retrouver le sommeil assez facilement pour prendre conscience de l'état dans lequel ils sont pendant le moment de l'endormissement. Et ça, vous pouvez le tester sur vous-même avant de le proposer à vos patients. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, c'est une technique que j'ai inventée et que j'utilise moi personnellement. En gros, c'est ce que j'ai appelé la technique du triangle. Donc, c'est 3 points. Il y a 3 états de conscience au moment où on va s'endormir. Soit on dort, c'est-à-dire on a des ondes lentes. Soit on est en train de penser, soit au futur, soit au passé. Donc, on a des ondes rapides, dans des ondes de nos pensées. Ce sont les deux principaux états qu'on a au moment de l'endormissement, mais il est difficile de passer d'une onde rapide à une onde lente. Et il existe un 3e état qui est l'état de pleine conscience, c'est-à-dire de prendre conscience en faisant, il y a des tonnes de manœuvres hein, pour rester en pleine conscience. Il y a les techniques de respiration, il y a les techniques de chant, il y a des personnes qui font l'activité physique. Alors pour s'endormir, c'est un peu compliqué, mais la pleine conscience permet de ralentir les ondes cérébrales et de s'endormir beaucoup plus facilement. Alors la technique que je propose à mes patients, c'est la technique de mettre la main sur le diaphragme, je vous montre, de fermer les yeux et d'essayer de s'endormir, et de compter le nombre de fois où on inspire sans penser à autre chose. Alors vous pouvez le faire, moi je vais le faire là, alors peut-être que va essayer de le faire également. On va fermer les yeux et compter le nombre de fois où on va inspirer sans penser à notre journée ou à notre journée du lendemain. Et vous allez voir que c'est extrêmement compliqué, surtout quand on est une période de stress. Et là, moi, parlant dans cette conférence, obligatoirement, je suis stressé, donc je ne vais pas m'endormir. Pourquoi? Parce que j'ai trop de stress par rapport à ma pression de sommeil. Donc, vous allez mettre la main sur le diaphragme et compter chaque inspiration.
1, 2, et etc. Et à chaque fois que votre cerveau s'en va ailleurs, c'est-à-dire que vous êtes en train de penser à autre chose, ça veut dire que votre cerveau est en train de repartir avec des ondes rapides et vous revenez à 0. Et on repart. 1, 2. Et moi, je vous garantis, je n'ai jamais réussi à dépasser le nombre de 7, 6, 7 inspirations d'affilée. Parce que soit je m'endors, soit je me rends compte que mon cerveau est en train de partir et je me dis que en fait, j'ai trop de pression et de stress pour aller au lit. Du coup, à ce moment-là, on va se dire, on se lève, on va laisser le cerveau aller, peut-être marcher, se calmer, écouter de la musique, lire un livre, comme on l'a vu dans les premières diapos, pour calmer le corps. Et lorsque le sommeil revient, les yeux piquent, l'envie de bâiller revient, on va retourner au lit. Et dans ces cas-là, l'endormissement se fait beaucoup plus facile. Donc, sur les prises en charge, au-delà de ce qu'on vient de dire, oui, on a des conseils alimentaires et généraux, d'hygiène de vie, effectivement, ne pas manger trop tard, pas manger trop en quantité pour éviter d'avoir des difficultés de digestion. Si on mange trop peu, on peut avoir des fringales de nuit. Je ne vais pas vous raconter que l'alcool et le tabac sont des empêcheurs de sommeil, même les enfants de 8 ans le savent. Les écrans, oui, on a tendance à dire qu'il faut 2 heures entre la fin d'un écran et le sommeil. Par contre, on se rend compte que c'est souvent un faux problème parce que les gens qui ont un véritable besoin de sommeil vont s'endormir, qu'ils aient des écrans ou pas. Donc, sur les conseils alimentaires, il y a des conseils à favoriser, notamment sur les conseils alimentaires. Favoriser certains aliments qui sont plutôt riches en sérotonine. On parle de féculents, également d'aliments riches en tryptophane comme les œufs, les noix, les amandes, les fruits secs, les produits laitiers, les céréales. Et enfin, pour éviter d'avoir trop de repas copieux, parce que lorsqu'on a un repas trop copieux, on va augmenter la thermogénèse et donc avoir plus de difficultés à s'endormir. Donc, il y a plusieurs études qui montrent, et je vais terminer par là, des études qui vous pourrez retrouver, j'en ai mis certaines, mais il y en a beaucoup, qui montrent le lien entre l'insomnie et les règles hygiéno-diététiques et le conseil de compléments alimentaires, notamment cette étude qui montre que tout ce qui est hygiéno-diététique et en complémentation est bien plus efficace que les traitements pharmacologiques. Ça, c'est la première étude. La deuxième étude qui montre l'effet sur le long terme vis-à-vis de l'insomnie, de la supplémentation en mélatonine, en magnésium, en zinc, sur une étude extrêmement bien faite qui a été faite sur 8 semaines contre placebo en double aveugle. Donc, c'est extrêmement rare d'avoir des études aussi bien faites. Et celle-là, je vous l'ai montré. On voit vraiment contre les placebos une amélioration très forte du concentration de l'indice d'amélioration de l'insomnie chez les personnes qui ont été supplémentées. Enfin, pourquoi tous ces éléments ne font pas partie des recommandations de bonne pratique, notamment de la HAS? Pourquoi? Parce qu'il manque encore de preuves et notamment de méta-analyses. Là, les méta-analyses, on est presque proche de la significativité, mais il reste encore un manque d'études scientifiques pour pouvoir corroborer et faire partie des recommandations de bonne pratique. Mais dans les années à venir, on est sûr et certain que ça va arriver. Et donc, le lien avec les compléments alimentaires, on y vient. Il y a 6 choses qui sont bien retrouvées dans la littérature. Première chose, ce sont les vitamines et les minéraux. Bien sûr, comme on l'a vu dans les études, le zinc, le magnésium, les vitamines du groupe D, du groupe B, qui sont en lien avec la sécrétion de sérotonine et aussi le tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, avec des formes bioactives qui vont être beaucoup plus intéressantes. Et il y a beaucoup d'études chez la souris qui sont en cours. Les oméga 3 sur le rôle important avec le cerveau. Et là aussi, moi très clairement, de préparer ces conférences m'a appris pas mal de choses et j'ai vu notamment que le ratio DHA-EPA semblait être un élément à prendre en compte dans
la prescription des compléments alimentaires. Là aussi, je pense qu'un jour, des recommandations sortiront, mais on manque encore de preuves pour faire ressortir ça dans les recommandations de bonne pratique. Enfin, 2 éléments concernant des compléments alimentaires dans l'alimentation, et notamment l'ashwagandha, qui est une plante qui commence à montrer ses preuves scientifiques, qui favoriserait l'apaisement, la relaxation, la détente et l'amélioration de la qualité du sommeil. J'ai moi-même fait pas mal de bibliographie et j'ai retrouvé énormément d'articles en lien avec cette plante, donc qui semblerait être vraiment très intéressante dans l'amélioration du sommeil, mais également du stress. Enfin, le safran, alors on m'avait demandé d'écrire un article pour un livre sur le safran, et notamment en nutrition, et je me rends compte qu'il y a pas mal de liens entre le safran et le sommeil. Alors bien sûr, il y a un lien anxiolytique important, mais on se rend compte que le safran est intégré dans la simulation de la synthèse de la sérotonine, donc qui pourrait être considéré comme un précurseur de la sérotonine, mais également de la mélatonine. Et il semblerait, sur effectivement certaines études, que le safran étant une molécule plutôt fragile, qu'il faudrait utiliser des extraits micro-encapsulés. Et je l'ai découvert également en préparant cette conférence grâce à l'équipe très sérieuse de Compliments. Enfin, 2 éléments, la mélatonine et le griffonia. La mélatonine, bon, ça on le sait, toutes les personnes savent qu'il y a un lien entre la mélatonine et l'amélioration du rythme biologique. Pourquoi? Parce que la mélatonine est un synchroniseur. On se rend compte que la meilleure sécrétion de cette mélatonine est la sécrétion naturelle. Donc encore une fois, une bonne activité physique le matin quand il y a un bon soleil, un soleil bleu, et faire une activité physique en plein air est très bonne. Mais on peut également, dans les endroits ou chez les personnes qui ne peuvent pas pratiquer cette activité physique, pourquoi pas la complémentation qui permet d'avoir une amélioration de la qualité de vie concernant cette insomnie. Et il semblerait également que le spray sublingual serait lié avec une disponibilité plus importante, non pas de l'absorption, ça je l'ai appris également, mais de la concentration de mélatonine dans le sang. Et enfin, griffonia, qui semblerait également être en lien avec la qualité du sommeil. Pourquoi? Parce que c'est très riche en 5-hydroxytryptophane, donc c'est la formule oxydée du tryptophane. Alors, il faut savoir que le tryptophane, il n'y a qu'1% du tryptophane qui est métabolisé pour être en lien avec la sérotonine, parce que le tryptophane est utilisé dans de très nombreux circuits de protéines. Et oui, il semblerait qu'il y ait un lien sur la facilité d'endormissement et la qualité du sommeil. Voilà. Donc là aussi, des études montrent qu'il faudrait avoir plus de 30% pour avoir des taux de 5-hydroxytryptophane plus intéressants significativement concernant l'amélioration de l'insomnie. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je laisse le soin à Laure de terminer ces éléments, et je serai ravi de répondre à vos questions à la fin de cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Attalin. Merci pour cette présentation qui est très complète et très riche, je pense, sur ce thème qui intéresse beaucoup. On a de nombreuses questions, donc encore quelques minutes de patience et on y répondra. Le docteur Attalin va y répondre avec grand plaisir dans quelques minutes. Je voulais d'abord donc peut-être parcourir avec vous très rapidement, puisqu'on a clôturé sur la supplémentation, eh bien, la plateforme Compliments Pro, qui est donc l'organisateur de ce webinaire et qui est donc une plateforme qui est dédiée aux professionnels de santé pour vous aider à mieux accompagner vos patients au quotidien dans la recommandation d'un complément alimentaire qui serait donc simplifié dans votre expérience à vous en tant que en tant que prescripteur, et également dans l'expérience patient que vous offririez donc avec cette expérience Compliments Pro. Alors rapidement, je voulais vous montrer
comment vous pourriez créer concrètement, puisque le thème aujourd'hui qui nous intéresse est le thème du sommeil, comment créer une recommandation, une cure personnalisée des compléments que votre patient pourrait avoir besoin grâce à la plateforme Compliment Pro. Alors cette plateforme vous permet donc, sur base de la création, d'un patient que vous pouvez faire très rapidement, sur base de ses noms, prénoms et mails, de créer une recommandation qui sera donc, sur base de sa cure personnalisée. Grâce à un système donc par exemple de filtre très simple qui, est donc aujourd'hui notre problématique du sommeil. Vous pouvez donc avoir accès à un large choix de compléments alimentaires qui vous permettront, de guider votre patient dans la résolution de son problème, de pouvoir sélectionner des produits sur base d'informations qui sont complètes, sur le site et d'ajouter très simplement et de créer très simplement cette cure personnalisée, en pouvant aller jusqu'à définir des moments pour, les prises alimentaires, donc par exemple le matin ou alors, le soir pour guider votre patient dans sa prise de compléments. Vous pouvez, compléter, très simplement donc sur base aussi de produits que vous chercheriez, directement par mots-clés, comme par exemple les oméga 3 qui sont essentiels, on l'a dit, dans le cadre, de ce sujet, que vous pourrez donc sélectionner plutôt pour un usage le soir, ce qui concernera beaucoup de recommandations de, thérapeutes. Des produits tels que par exemple des compléments alimentaires multivitaminés pour l'aider un petit peu dans ce trouble du sommeil et pouvoir ajouter eh bien des conseils d'utilisation très simplement, comme vous pouvez le voir ici, en inscrivant vos conseils qui seront ensuite repris, par mail et sur un livret personnalisé qui sera, livré à votre patient avec sa cure de compléments alimentaires. Vous pouvez encore ajouter des notes, définir la durée recommandée pour la prise de compléments, donc entre 1 et 3 mois, et définir le système, soit par abonnement, donc une cure livrée chaque mois pendant, le mois de choisi ou par, achat unique. Vous avez donc tout le résumé de ce que vous venez de conseiller à votre patient qui est repris sur ce lien de recommandation qu'il va recevoir très simplement par mail et qui va donc lui permettre, avec un simple clic, de commander sa cure de compléments, et donc de pouvoir avoir, chez lui, livré chez lui dans les, 48 heures à 72 heures, cette, box, qui donc, contient, la cure, mensuelle de votre patient avec 30 sachets et dans chaque sachet donc, journalier, les compléments que vous avez choisi de recommander pour, cette thématique. Vous aurez également, et ça je vous le montre rapidement, un petit livret personnalisé, je vous l'ai dit, pour que chaque conseil d'utilisation, chaque complément puisse être utilisé, correctement par votre patient et donc, puisse être très clairement identifié, par votre patient chez lui au moment de la prise. Donc voilà, un petit peu plus en détail cette plateforme qui a donc, pour vous donner un élément de contexte, un petit peu été créée sur, en fait, sur base de 2 réalités, 2 problématiques qu'on a identifiées. D'une part, votre expérience en tant que prescripteur, de la recommandation qui n'était parfois pas optimale, avec, d'une expérience avec de multiples fiches de prescription qui rendent parfois difficile votre choix. Peu d'observance, de la part de vos patients, qui parfois, ne vont pas acheter, la cure que vous leur recommandez ou bien parfois vont avoir de la substitution, voilà, en pharmacie ou des achats sur internet où vous n'êtes pas sûr de la qualité des produits que vous êtes en train, de pouvoir, conseiller à votre patient et un manque de suivi parfois, entre le relais entre vos consultations et le relais entre, les compléments qu'ils consomment et donc c'est pour cette raison, qu'on a identifié, une plateforme qui pouvait vous aider à simplifier, cette recommandation. On a observé aussi qu'un tiers, en moyenne, un tiers des recommandations patients ne sont pas suivies. Et ça fait un écho par rapport à l'expérience d'une part d'achat du patient qui est donc parfois complexe avec l'achat dans différents magasins, des prix parfois trop élevés, l'achat et l'expérience également de prise avec un système de pot classique qui peut être un format assez peu pratique au quotidien, avec parfois la perte de posologie, qui rendent, la prise compliquée, le format, finalement nomade qui n'est pas, privilégié par les pots et qui rendent du coup l'efficacité, de votre recommandation moindre et puis l'absence de suivi. Un patient donc est moins éduqué évidemment et n'aura peut-être pas, l'exigence de rachat, les voilà les bonnes pratiques lorsqu'il sera chez lui. Et c'est pour cette raison donc on a créé cette plateforme il y a quelques années qui accompagne les professionnels de santé au quotidien à mieux accompagner leurs patients.
Et comment? Bien, en vous permettant d'avoir un accès à un large choix de compléments alimentaires d'une part, en recommandant et en suivant vos recommandations de manière très simplifiée et en offrant une expérience patient qui va être facilitée. Et tout ça, ben, au service d'un objectif qui est simple, qui est de garantir l'observance de vos recommandations chez vos patients. Donc la plateforme, je vous l'ai montré en quelques images, c'est l'accès à un large choix de produits. On a plus de 30 compléments alimentaires qui sont sur différentes problématiques de santé. Pour chacune d'entre elles, vous avez la fiche détaillée des produits, les conseils d'utilisation par produit qui sont repris très clairement sur la plateforme, évidemment. Vous pouvez recommander, suivre de manière simplifiée, comme vous l'avez vu, en créant très simplement une cure personnalisée, en sélectionnant le type de prise, matin ou soir, la durée de la cure que vous souhaitez recommander, et même en créant des protocoles sur mesure, selon votre spécialisation, qui vous permettront d'une fois sur l'autre de réutiliser parfois ces protocoles sur des patients avec des cas similaires. Cette plateforme, elle offre aussi un suivi facilité. On a notamment un système de suivi qui vous permet de voir le statut des commandes de chacune de vos recommandations. Donc, est-ce que votre patient a bien acheté sa cure? Est-ce qu'il l'a terminée? Dans ce cas-là, vous aurez d'ailleurs une notification qui vous permettra d'améliorer le suivi et de pouvoir peut-être joindre et prévoir vos consultations en fonction aussi de la cure que vous aurez recommandée chez vos patients. Et donc l'expérience que je vous donnais un petit peu à voir tout à l'heure avec cette box, ces sachets journaliers et ce livret, pour votre patient, c'est aussi un gage de facilité pour lui. Donc avec cette livraison directement chez lui suite à votre consultation, 48 à 72 heures suivant la consultation, le fait que la prise soit très simplifiée avec ces sachets journaliers permettront, d'avoir vraiment un gage d'observance de toutes vos recommandations via la plateforme. Compliment Pro, accéder à Compliment Pro, c'est aussi en fait accéder à pour nous un gage de pouvoir vous accompagner dans votre, encore une fois dans votre suivi via, des formations, continues. Donc vous pouvez avoir accès à des formations exclusives sur la plateforme, accès à ces webinaires mensuels qu'on organise, sur un nouveau thème de santé, chaque mois. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous communiquer, toute suggestion que vous auriez, sur ce plan-là pour les prochains thèmes. Et également des conseils pratiques pour améliorer vos consultations au quotidien. Cette plateforme, donc ça fait quelques années maintenant qu'on travaille main dans la main avec des professionnels de la nutrition qui nous aident à la construire tant sur la plateforme en elle-même, ses fonctionnalités pour vous accompagner au mieux au quotidien, que également sur l'assortiment produit qui est toujours pensé, formulé avec des experts en nutrition chez nous. Et comme je le disais en introduction, bien, cette plateforme est complètement gratuite pour vous en tant que professionnel de santé. Il vous suffit de créer un compte et de pouvoir consulter et recommander via la plateforme. Alors, si vous avez la moindre question là-dessus, la présentation a été brève, mais n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez avec moi ou un de mes collaborateurs. William Detry vous a mis les liens pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez et on pourra prévoir, si vous voulez, une petite démonstration via un appel vidéo d'une vingtaine de minutes pour peut-être parcourir un petit peu la gamme ensemble, la plateforme ensemble et voir si ça pourrait être un outil qui pourrait vous aider au quotidien à améliorer votre suivi patient. Autre point donc qui nous tient à cœur, je vous le disais, c'est de pouvoir vous accompagner, sur des thèmes de webinaires qui soient variés. Donc on aura toujours des thèmes sur, la santé, mais on a aussi un thème plus général qui nous tient à cœur, bien entendu chez Compliment et qui vous tient à cœur évidemment, en tant que professionnel de santé, c'est l'observance thérapeutique. Et donc nous organisons, au mois de juin, le 16 juin, un webinaire qui aura pour objectif de vous aider à comprendre comment mieux améliorer l'observance thérapeutique dans un secteur comme celui de la nutrition où c'est éminemment important, bien sûr. Donc, le lien vous a été communiqué aussi dans le chat, vous sera envoyé par mail. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez surtout pas. On sera ravis de vous y voir pour une prochaine édition, donc au mois de juin. Et je vais désormais passer aux questions qui ont été posées. Donc, docteur Attalin, nous avons plein de questions. D'une part, alors j'avais une première question qui était de savoir à partir de quand on estime qu'un trouble du sommeil devient chronique, qu'une insomnie devient chronique. Alors souvent, on dit que c'est au-delà de 3 mois. C'est ce que je disais, au-delà de 3 mois d'une insomnie qui est plusieurs fois par semaine et notamment plus de 3 fois par semaine. Là, il faut commencer à s'inquiéter. Ok. Nous avons une autre question. Combien de temps faut-il arrêter de travailler ou d'étudier avant d'aller au lit? Alors souvent, on dit qu'il faut 2 heures.
entre la fin d'une activité stimulante et le moment où on va trouver le sommeil de façon un peu plus apaisée. Donc, voilà, 2 heures est est une bonne phase tampon. OK, super. Une question également en termes de collation. Quels sont vos conseils, pour une collation entre le dîner et l'heure du coucher? Alors, il n'y a pas du tout besoin de collation entre l'heure du dîner et du coucher, et s'il y a besoin d'une collation, soit on est sur quelqu'un qui fait, un marathon par jour et qui a des besoins énergétiques extrêmement importants, et auquel cas, pourquoi pas? Également pour les gens qui sont dénutris et il faudrait qu'ils prennent du poids, chez une personne standard, il n'y a pas besoin de collation entre le dîner et l'heure du coucher, donc je dirais pas de collation. Pas de petits snacks, OK. Quelle est physiologiquement une durée de sommeil suffisante pour avoir un bon sommeil? Alors là, on en revient à la première image, c'est qu'il n'y a pas de réponse pour chaque personne dans la population, mais chaque personne peut avoir sa propre réponse. Donc la quantité de sommeil qu'il nous faut, c'est la quantité qu'il nous faut pour ne pas avoir envie de dormir le jour d'après. Donc si vous n'avez pas envie de dormir au quotidien, ça veut dire que vous avez suffisamment dormi, la nuit. La plupart des personnes sont entre 6 et 9 heures. Mais très clairement, ça peut aller de 4 à 10, 11. Alors, dès qu'on dépasse 10, 11 heures de sommeil, là, pour le coup, on est sur probablement une hypersomnie. Donc, je dirais, il faut faire attention et aller rechercher quand même les pathologies du sommeil qui sont plus graves, notamment l'hypersomnie idiopathique, la narcolepsie, les apnées du sommeil. OK. Une question également donc de Gaëlle. Qu'est-ce qui explique que les femmes en période de ménopause présentent des périodes d'insomnie? Est-ce que c'est hormonal ou est-ce que c'est lié peut-être au stress ou au burn-out? Alors, bah, toutes les réponses sont bonnes, et c'est souvent une multiplication de choses, aux alentours de la ménopause, on se pose beaucoup de questions, il y a des choses difficiles, donc on est, oui, en beaucoup plus sujettes, les personnes sont beaucoup plus sujettes à avoir, des problèmes de morale, dépression, mais il y a également les bouffées de chaleur qui sont extrêmement difficiles à vivre, et donc comme on a dit, quand on a chaud, on a du mal à s'endormir, donc une personne dans une situation de ménopause va avoir plus de difficultés parce qu'il y a ces bouffées de chaleur, on a chaud, puis on a froid, donc c'est extrêmement difficile. Et souvent, les traitements hormonaux substitutifs ou le traitement de tous ces problèmes améliorent le sommeil. Ah, il y a également une autre chose, c'est que on arrive dans une période de la vie au moment de la ménopause où il y a un basculement dans le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin. Comme je le disais en début de conférence, plus on avance dans la vie, moins on a besoin de sommeil. Et lorsqu'on se rapproche de la retraite, on est plus aux alentours de 6-7 heures de sommeil plutôt que 8. Et souvent, on a envie de garder nos 8 heures de sommeil de quand on avait 20 ans, mais non, c'est pas possible. Personne ne peut avoir 20 ans toute sa vie. Et moi, j'en aurai bientôt le double de 20. Donc, oui, ça fait mal à tout le monde d'augmenter son âge, mais on est obligé d'accepter ça. OK. Quels sont les probiotiques qui favorisent la production de tryptophane ou de sérotonine? Alors, j'ai pas fait de bibliographie, il y en a malheureusement, enfin, j'ai fait de la bibliographie, mais il y a peu de résultats sur les probiotiques en lien avec la production de sérotonine. Quand ça sortira, on refera une conférence avec grand plaisir. Avec plaisir. Alors j'ai une autre question d'Emilien. Donc les besoins en sommeil sont-ils plus élevés pour les sportifs de haut niveau ou peuvent-ils s'en sortir avec 6 heures de sommeil en moyenne, par exemple? Alors, plus on fait une activité physique, plus on a besoin de sport. Plus on a besoin de sommeil. Moi, je me suis rendu compte en étant blessé au poignet. Alors moi, je fais beaucoup de tennis à un niveau moyen. Et dans les grandes périodes, quand je fais du tennis, je dors beaucoup plus que dans les périodes où là, par exemple, j'ai passé 5 mois sans faire de tennis et mes besoins de sommeil ont été divisés par un bon tiers. Donc, je passais de 8h30 à peu près 8 heures, 8h30 de sommeil à très clairement 6h30, 7 heures. Donc, souvent, les sportifs de haut niveau ont des besoins très augmentés en termes de sommeil, mais on ne va pas non plus aller dans 12-13 heures de sommeil. On va plutôt être dans 9, 9 et demi peut-être. Et s'il y a trop besoin de sommeil, là, il faut peut-être consulter. OK.
Alors une autre, on a encore une petite minute. Une question qui sera donc: est-ce dangereux de dormir avec, antidépresseurs? Alors non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de risque de dormir avec un antidépresseur et souvent, un antidépresseur peut traiter la cause d'une insomnie de maintien de sommeil, c'est-à-dire un réveil de nuit ou alors un réveil précoce, au petit matin. Donc le traitement, par antidépresseur améliore le niveau de sérotonine et améliore, comme je le disais, la colle entre les wagons du sommeil et améliore la qualité du sommeil. Là aussi, on va traiter la cause du problème et la conséquence, c'est-à-dire le réveil, va être améliorée. Et très souvent, dans les problèmes d'insomnie, le sommeil n'est pas la cause, mais souvent, c'est la conséquence. Ouais, d'accord, très clair. Et alors une dernière question et après on clôturera, je pense ce webinaire. Donc savoir si vous aviez des conseils particuliers et un recul scientifique pour des patients qui seraient atteints de pathologies psychiatres, comme par exemple dépression, bipolarité ou TCA? Alors, il faudrait faire une conférence par trouble psychiatrique, mais nous, Mmh. enfin, on voit les gens tels qu'ils sont. Voilà, c'est venez comme vous êtes, quoi. Que vous soyez dépressif, anxieux avec un trouble du comportement alimentaire ou bipolaire, ben, on va essayer de vous améliorer au mieux. Souvent, ce sont les mêmes conseils que dans la population générale, avec des petites adaptations. Effectivement, une personne dépressive sous antidépresseur, on va peut-être améliorer ou augmenter les traitements antidépresseurs s'il y a des réveils de nuit. Peut-être les diminuer s'il y a une forte somnolence en journée, parce que certains antidépresseurs vont avoir tendance à rendre somnolent et certains, au contraire, vont augmenter la vigilance. Donc, on va adapter à la personne. Mais Mmh. on ne peut pas donner un conseil pour toutes les personnes ayant des pathologies psychiatriques, malheureusement. D'accord. Et alors je vois, j'ai une dernière question qui est arrivée, puis là, ce sera la vraie clôture, qui pourrait intéresser beaucoup de monde parce que c'est une tendance, assez, actuelle. Le CBD, en gouttes ou spray buccal avant de dormir, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça favoriserait le sommeil et la récupération, ou non? Alors oui, la littérature commence à fleurir concernant l'utilisation de CBD. Très clairement, c'est un anxiolytique qui va améliorer le stress. Je voyais qu'il y avait aussi une autre question concernant est-ce qu'il y a besoin de somnifères dans les problèmes de sommeil. Très clairement, il faut considérer un traitement, un traitement ou du CBD en pendant une période courte, c'est-à-dire que, je le dis et je le redis, hein, le fait de dormir doit être aussi naturel, que le fait d'aller aux toilettes. Donc, je dirais qu'on peut trouver des moyens pour améliorer temporairement, mais on ne peut pas rendre une personne dépendante, du CBD sur tout au long de sa vie. C'est absolument pas possible. Par contre, de trouver la cause en disant: «Mais voilà, on va vous donner un petit quelque chose pour améliorer temporairement, pour, essayer, voilà, d'avoir un petit coup de starter, oui, c'est une bonne idée. Et beaucoup de personnes ont testé très souvent avant de venir nous voir le CBD et ils nous disent, bah, il y en a certains qui nous disent, oh là là, c'est génial, et d'autres qui lui disent, mais ça n'a rien servi. Donc, on ne peut pas encore donner de recommandations. J'ai tendance à dire que voilà, il n'y a pas d'effet néfaste, sinon ça serait interdit par l'AFSA. Donc, de le tester, pourquoi pas. OK, super, bah, très clair et merci beaucoup encore une fois, hein, pour votre, présentation, sur ce sujet, je pense qu'il intéresse beaucoup de monde. Merci à tous pour votre présence, à ce webinaire, et je vous souhaite à tous une très belle soirée. En attendant, j'espère de vous revoir à un prochain webinaire qu'on organiserait. On a vu qu'il y avait plein de thèmes qui pouvaient, qui pouvaient ressurgir dans le futur, donc voilà, donc on ne manquera pas de les traiter dans un prochain webinaire. Merci encore. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour toute question, soit pour le docteur Attalin si vous le souhaitez, soit pour Compliment Pro. Et nous vous enverrons donc le replay et la présentation suite au webinaire. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Bonne soirée, docteur Attalin, et encore merci. Merci à vous, très bonne journée, très bonne soirée, au Au revoir et revoir. de bonnes nuits. Bonne nuit, exactement. Au revoir. Au revoir.